Très heureux d'accueillir Vincent Philippine, Senior Partner Sustainability et Climate Change chez Actionable, autour du texo-solutionnisme à la techno-lucidité, n'est-ce pas? La tech à l'heure des limites planétaires. Vincent, c'est à toi. Vaste programme. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Donc, moi je m'appelle Vincent Philippine, je suis directeur associé chez Actionable. Et Actionable, on a une mission, c'est d'aider les entreprises à réussir leur stratégie climat et être au rendez-vous des enjeux climatiques qui sont devant nous. Et on a une conviction, c'est que la technologie, quand elle est utilisée avec lucidité, avec discernement, peut aider. Du coup, alors, loin de moi l'idée de casser l'ambiance, mais je voulais questionner avec vous le rôle et la place de la technologie dans la transition. Et pour cela, il me semblait important de rappeler un certain nombre de constats. Les constats, c'est quoi ? Le premier constat, c'est que sur les 9 limites planétaires qui ont été définies par la communauté scientifique comme étant des seuils à ne pas dépasser pour ne pas compromettre un environnement, un écosystème qui a permis à l'humanité de se développer, eh bien, en 2023, 6 de ces 9 limites planétaires ont d'ores et déjà été dépassées. Évidemment, un des enjeux majeurs, c'est le changement climatique. Et quand on parle de climat, là encore, désolé de casser l'ambiance, mais les impacts matériels du changement climatique, vous les ressentez de plus en plus, année après année. Et il n'y a plus une année, un été, qui vient sans son lot de catastrophes naturelles, depuis les feux de forêt jusqu'aux inondations, en passant par l'érosion côtière. Alors évidemment, les trajectoires de réduction d'émissions ont été largement modélisées, discutées, documentées, etc., par des organismes nationaux, internationaux, ici le GIEC que vous voyez à l'écran, et elles viennent supporter un certain nombre d'accords internationaux où des pays s'engagent à réduire massivement leurs émissions. Évidemment, on pense à l'accord de Paris qui, depuis 2015, sert un petit peu de référence et engage un certain nombre de pays, 174 à la signature en 2015, 194 aujourd'hui, à réduire le réchauffement à 1,5 degré en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors le problème, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces dernières heures, mais c'est que la dernière étude du GCP, donc du Global Carbon Project, montre qu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire. C'est-à-dire qu'en 2023, les émissions au niveau global vont augmenter de 1% par rapport à 2022, et certains pays, la Chine, l'Inde, etc., sont sur des trajectoires assez préoccupantes, notamment du fait de leur hyperdépendance aux énergies fossiles, comme le charbon. Alors tout ça semble encore un peu abstrait. On sent qu'il y a des efforts à faire, etc., mais on a un peu de mal à matérialiser. Et quand on regarde du coup comment tout ça se décline au niveau national, on voit que par exemple au niveau de la France, la stratégie nationale bas carbone, donc la fameuse SNBC, prend des engagements quand même très forts en termes de trajectoire de réduction des émissions. Concrètement, l'objectif c'est de viser la neutralité carbone en 2050, ce qui implique de réduire, diviser par un facteur 6, les émissions du pays en 2050 par rapport à 1990. Et si 2050, ça peut paraître relativement lointain, il y a une première échéance à 2030 de réduction de 40% de ces émissions en 2030 par rapport à 1990. Donc 2030, évidemment, c'est demain matin. Et donc, dans ce contexte, il serait tentant de se réfugier derrière la technologie, il serait tentant de se réfugier derrière le progrès humain pour, entre guillemets, craquer le sujet du changement climatique. Alors, cette thèse, qu'on appelle parfois le techno-solutionnisme, elle a quand même 2 limites majeures que je voudrais partager avec vous ce matin. La première, c'est qu'il y a ce que j'appelle un conflit de timing et d'échelle. C'est-à-dire que les cycles de développement, de financement, de diffusion des technologies à large échelle, etc., l'horizon de 2030 semble quand même assez difficilement atteignable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous regardez les études qui sortent, il y a encore un papier de la Banque de France récemment, dans aucun scénario de trajectoire de réduction d'émissions, etc., la technologie seule, même dans les hypothèses les plus optimistes sur le développement des énergies bas carbone, sur la captation de CO2, etc., dans aucun scénario, la technologie seule ne suffit pour faire le job. Et par ailleurs, je vous invite aussi, dans la fameuse étude du GCP que je mentionnais, à regarder l'impact aujourd'hui des technologies de captation et de stockage du carbone, où, je spoil un petit peu, 2 enjeux, enfin 2 conclusions. 1, les effets à date sont marginaux, et 2, ça coûte hyper cher. Donc ça, c'est le premier sujet.
conflit d'échelle et de timing. Et le deuxième sujet, c'est que malgré tout ce qu'on a entendu ce matin, et évidemment, il y a un enthousiasme qui fait plaisir à voir dans la filière, dans l'écosystème du numérique, notamment. Quand on regarde les choses un peu froidement, un peu globalement, le numérique est quand même loin du compte aujourd'hui. Les chiffres, vous les connaissez. 4% des émissions globales sont liées à l'IT, et au numérique. Ces émissions pourraient doubler d'ici à 2025, notamment sous l'effet de la diffusion des terminaux et des devices, qui comptent pour 80% de l'empreinte carbone du numérique. Et je crois que c'est un des thèmes majeurs du Hub Institute. Quand on regarde l'IA, parce que nous on fait pas mal d'IA pour faire des projections climatiques, etc., c'est intéressant de questionner un petit peu, au-delà de l'effet un peu mode de l'IA, des IA génératives, etc., l'empreinte environnementale de l'IA. Alors, juste sur ce que vous voyez à l'écran, là, à gauche sur le graphique, vous avez en ordonnée les paramètres. Donc les paramètres, c'est ce qui permet un petit peu de modéliser la complexité d'un modèle d'IA. D'accord ? Puis vous avez en abscisse le temps. Donc concrètement, ça dit quoi ? Ça dit que dans les années 50, les premiers modèles d'IA embarquaient à peu près 100 paramètres et qu'aujourd'hui, les derniers modèles d'IA générative, etc., embarquent plus de 100 milliards de paramètres. Et donc on est embarqué dans une course un peu folle à la complexité, à la complexification, à la puissance. On dit que des sociétés chinoises comme Huawei, etc., travaillent sur des modèles à plus de 200 milliards de paramètres. Bon. Le problème de ça, c'est que ça pose un certain nombre de questions sur l'impact environnemental de ces technologies. D'abord, je note une chose avec vous, c'est que si vous souhaitez avoir de l'information précise, robuste, méthodologiquement sur l'empreinte environnementale de ces technologies, bon courage. C'est-à-dire qu'il y a une opacité très importante de l'écosystème, de ces providers de services, sur la réalité de leur empreinte environnementale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde quand même des études indépendantes qui sortent, notamment les universités américaines sont assez prolixes sur le sujet, on prend deux dimensions, le carbone et l'eau. Sur le carbone, quelques chiffres. Si on prend, par exemple, la version 3 de ChatGPT, donc ChatGPT, modèle très à la mode, bien connu, voilà. Donc la version 3, juste pour la phase d'entraînement, donc comme vous le savez, un modèle d'IA s'entraîne sur des jeux de données, etc. La phase d'entraînement a émis l'équivalent de 550 tonnes de CO2 équivalent, ce qui fait à peu près 200 allers-retours Paris-New York. Et quand on regarde l'eau, la consommation en eau, qui est une autre ressource évidemment rare sur notre planète, là les chiffres sont encore plus éloquents. C'est-à-dire que cette même phase d'entraînement de ChatGPT version 3 a consommé l'équivalent de 700 000 litres d'eau pour son entraînement. Et les études qui sortent sur le sujet montrent que à horizon 2027-2028, pour assouvir la demande en IA sur la planète, on aura besoin de l'équivalent de quelque chose compris entre 4 et 6 milliards de mètres cubes d'eau par an pour ces modèles d'IA. Pour donner un ordre de grandeur, 4 à 6 milliards de mètres cubes par an, c'est à peu près 50% de la consommation en eau du Royaume-Uni. Donc voilà un petit peu de quoi on parle. Donc concrètement, nous, par rapport à ça, on défend une approche, une thèse qui est plutôt ce qu'on appelle la technolucidité. Ça veut dire quoi? Ça repose sur 5 principes un peu fondateurs. Il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, c'est ceux qu'on retient. Le premier, c'est évidemment de prendre conscience et de faire prendre conscience des enjeux, des ordres de grandeur et des priorités en matière de transition, et notamment les communautés, les populations qui travaillent sur la matière technologique. C'est le premier point. Deuxième point, mettre le paquet, mettre l'effort sur les technologies à impact, green tech, clean tech, climate tech, on appelle ça comme on veut. Mais c'est là qu'il faut mettre l'effort. Et nous, concrètement, au quotidien, on voit trop peu d'entreprises CAC 40, SBF 120 qui mettent ces sujets-là en priorité. On est encore trop souvent sur des use cases un peu classiques de marketing, de sales, and so on. Ensuite, promouvoir auprès des utilisateurs la sobriété. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du terme. La sobriété dans les usages. Voilà, il faut expliquer à un utilisateur de ChatGPT qu'une conversation moyenne avec ChatGPT, ça consomme 1 litre d'eau. Voilà, et que donc du coup, dans ce contexte-là, passer 3 heures à organiser ses vacances sur ChatGPT, c'est peut-être pas ultra fondamental. Ensuite, pareil, n'ayons pas peur des mots,
il faut promouvoir aussi des approches low-tech. Nous, on le voit tous les jours aussi, c'est le fameux bazooka pour écraser une fourmi. On n'a pas besoin, pour chaque cas d'usage, d'utiliser des modèles hyper complexes, de LLM, de deep learning ou je ne sais quoi, pour des use cases qui sont in fine assez simples et que des bons vieux algos à l'ancienne peuvent tout à fait aider à adresser. Et puis, enfin, ça me semble primordial, même pour nous qui sommes plutôt dans l'écosystème de la tech, de ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on y arrivera si et seulement si on a une approche hybride dans laquelle la technologie, certes, a un espace, a un rôle à jouer, mais que l'effort se concentre aussi, et peut-être surtout, sur le reste, c'est-à-dire politique climatique, fiscalité, etc. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Vincent, on peut l'applaudir. Voilà.